Bonjour, je suis Johanna Aouzi, coach professionnelle et cofondatrice de Lumanae. Et vous écoutez le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui ont en commun d'écouter, d'aider, d'orienter et surtout de coacher. Ils observent, analysent, comprennent, interrogent et guident des personnes qui leur font confiance pour déposer, partager, s'alléger, prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Ils excellent dans l'art du questionnement et dans l'écoute sans jugement. Ensemble, nous discutons de leur parcours de coach, des méthodes qu'ils utilisent, d'un coaching qui les a marqués et de la façon dont leur approche a changé les choses pour leur coacher, voire pour eux-mêmes, pour se développer et rayonner. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour à toi. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans ce podcast parce que tu n'es pas coach, mais tu as plein d'autres casquettes et j'aimerais qu'on en parle justement aujourd'hui de l'accompagnement en général et de ton accompagnement. Avec plaisir. Donc, je vais commencer par te présenter si tu le veux bien. Et ma présentation va être succincte parce que tu as, comme je l'ai dit, tu as eu beaucoup de fonctions. Tu es médecin spécialisé en santé du travail. Tu es professeur agrégé et tu as une thèse en sciences. Et tu es diplômé par l'Institut Pasteur dans plusieurs disciplines biologiques. Tu as une formation de dirigeant entrepreneur et tu as reçu une formation validée de praticien en approche neurocognitive et comportementale. Alors, est-ce que ça, c'est exact ? Ah oui, c'est exact. Oui, je n'ai rien caché. Mais je pense que tu peux me compléter justement sur les fonctions que tu as déjà exercées, enfin que tu as exercées dans le passé ou que tu exerces encore et que je n'ai pas compté. J'ai une carrière riche. J'ai fait de la recherche et je continue à faire de la recherche. Ce qui m'anime, c'est de découvrir de nouvelles choses et de faire progresser la connaissance et l'humanité et la santé des personnes. C'est ce qui m'a engagé à devenir médecin militaire d'ailleurs au départ. Et donc voilà, ça c'est ce qui me guide et ce qui m'anime encore aujourd'hui. J'ai toujours dirigé, en fait, depuis mon premier poste de médecin, après ma thèse de médecine. Donc, j'ai tout de suite dirigé un laboratoire, des équipes de recherche en Afrique, en océan Indien, en France. Donc, j'ai été dirigeant jusqu'en 2019, là où j'ai arrêté de diriger qui que ce soit. Et j'ai décidé de bifurquer une 6e fois et de devenir médecin du travail. Parce que en France, entre l'âge de 18 et 65 ans, pendant les âges où on travaille, nous sommes assez mauvais en termes d'espérance de vie en bonne santé parmi les autres pays de l'OCDE. Tout cela parce que notre système de prévention n'est pas très bon en France. Nous sommes dans le soin et pas dans la prévention. Alors, je peux juste arrêter parce que tu as dit nous sommes mauvais en espérance de vie. En bonne santé, oui. Voilà, dans les 18-65 ans, alors que nous sommes plutôt les premiers après 65 ans, grâce à notre système de soins hospitalier. D'accord. Mais par défaut de prévention, voilà, et nous ne sommes pas très bons. Et je trouve ça assez injuste. Pour moi, devoir diagnostiquer et traiter, c'est déjà avoir échoué à prévenir. Donc, pour des raisons à la fois éthiques, humanistes, je pense qu'il vaut mieux d'abord prévenir. Et en France, nous ne sommes pas bons là-dessus. Et en France, le moment où on peut faire de la prévention, c'est surtout au travail, puisque nous passons une grande partie de notre vie éveillée au travail. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu, en 6e vie professionnelle, devenir médecin du travail et pouvoir expérimenter les choses, voir comment ça se passe et voir à quel niveau on pouvait améliorer la prévention. Et quand tu dis en France, on n'est pas très bon... Il y a beaucoup de pays, par exemple, du nord de l'Europe, où tous les aspects de prévention sont beaucoup plus développés. D'accord. Si on prend la Grande-Bretagne, il y a eu... ça fait longtemps que les universitaires développent tout un tas de connaissances et de pratiques pour améliorer l'adaptation des comportements en santé. Améliorer, c'est-à-dire permettant de faire des choix ou d'adopter des comportements plus favorables à la santé. Rien de tout cela est enseigné réellement en France. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à devenir médecin du travail. Et donc, tu es actuellement médecin du travail et en parallèle, tu as une activité indépendante avec ton entreprise, je vais essayer de bien le dire, Primum Vitare. Ça veut dire en latin d'abord prévenir. Oui. Donc c'est un programme. Oui, j'ai une activité de médecin du travail, je dirais que c'est à mi-temps. Et j'ai une activité en même temps de conseil
que ce soit vis-à-vis de groupes de personnes, d'entreprises, de cabinets aussi de consultance et aussi d'individus, personnes que je peux essayer d'accompagner pour les sortir d'une situation délicate, difficile. Et donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu accompagnes ou c'est aussi au travers de toutes tes autres casquettes Alors, l'accompagnement, je n'avais pas fait jusqu'à devenir médecin du travail. Mm. Et là, je me suis confronté avec des situations où les personnes avaient eu à souffrir du travail, des gens en épuisement professionnel, burn-out, pour parler vulgairement, ou d'autres situations où ils étaient en difficulté par rapport à leurs conditions de travail, à leur manière de travailler, et qui avaient un impact sur leur santé. Et au-delà du fait de se soigner, de soigner ces symptômes d'anxiété, des dépressions, pour moi, un des enjeux, c'était de leur permettre, une fois qu'ils étaient sortis d'affaires cliniquement parlant pour la maladie, les aider à rebondir en fait, à se rétablir, à pouvoir rebondir et continuer leur vie, notamment professionnelle, dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir comment faire. C'est pour ça que je suis devenu médecin du travail, c'est pour trouver des manières de faire qui ne sont pas habituelles en médecine du travail, mais aussi pour accompagner, et ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Ce n'est pas le fait de faire ou de produire en soi, de prescrire quelque chose, c'est d'obtenir un changement. Et en l'occurrence, dans ces cas-là, c'est obtenir chez les personnes, en prévention, un changement de comportement ou une décision plus favorable à la santé pour soi-même ou pour ses subordonnés quand on est dirigeant d'entreprise, ou bien pour soi-même, comment regarder son avenir, faire des choix de vie qui soient plus favorables à sa propre santé, ce qui implique de mieux se connaître. Et c'est comme ça que je suis devenu petit à petit vers ce qui peut ressembler à du coaching. On peut dire du coaching, en fait. Il y a plusieurs manières de construire le coaching. Je n'ai pas fait une école de coaching, mais j'ai été formé à l'IME. Et c'est une formation qui repose sur des connaissances, des approches neurocognitives et sur les apports récents des neurosciences. Et pour revenir à ce que tu viens de dire sur l'accompagnement en tant que médecin du travail, de quelle manière ça se soigne l'anxiété, le burn-out, etc. Parce que tu dis, il y a ce premier aspect et ensuite il y a aussi l'aspect préventif, effectivement, ou accompagnement suite à ça. Quelles sont les aides que tu apportes en tant que médecin et est-ce que c'est forcément médicamenteux Qu'est-ce qui te permet de les aider sur le long terme ? Alors, la particularité de la médecine du travail, c'est une médecine qui est purement préventive. Quand on est médecin du travail, nous n'avons légalement pas le droit de prendre en charge médicalement, c'est-à-dire de soigner les personnes dont nous avons la charge en tant que médecin du travail. D'accord. Moi, j'ai les deux balances. J'ai ma balance de médecin généraliste et ma balance, parce que je suis médecin militaire, et ma balance médecin du travail maintenant nouvelle qui est reconnue par l'ordre des médecins. Et dans cette pratique-là de médecin du travail, je ne fais que de la prévention. D'accord. Cependant, il y a ce champ-là. Donc, quand les personnes sont en grande souffrance, je les adresse à des soignants. Ça peut être des psychiatres, des médecins, voilà. Et je les conseille et j'écris longuement aux médecins généralistes qui le prennent en charge pour expliquer la situation et les inciter à les orienter vers des spécialistes ou les prendre en charge eux-mêmes. En revanche, il y a tout un secteur, le rétablissement, c'est plus vraiment du soin, c'est comment faire pour que les personnes comprennent ce qui leur est arrivé au travail, quand ils ont été abîmés par le travail, cabossés par le travail, pour que d'une part, ça ne se reproduise plus, quel que soit l'emploi qu'ils vont avoir, et pour aussi trouver des moyens en fait de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Donc ça relève peut-être un petit peu de la psychologie du travail, psychologie du travail où on regarde les relations. Et aussi, je me suis formé dans cette formation-là pour justement aller chercher tout ce qui est motivationnel. Qu'est-ce qui fait que les gens vont bouger? Qu'est-ce qui fait que les gens vont subir certaines situations et pas trop se retrouver un petit peu démunis et en souffrir et être malades? Parce qu'un épuisement professionnel, burn-out, même si ce n'est pas encore reconnu par les psychiatres, etc., et encore moins par l'assurance maladie comme étant une maladie professionnelle, ça peut se traduire très souvent et gravement d'ailleurs par des dépressions sévères, ça peut aller jusqu'au suicide, ou par des altérations de la santé à type de fatigabilité que les personnes vont conserver longuement, parfois même toute leur vie. Ah oui. Quelqu'un qui fait un burn-out total va tomber, va arrêter de pouvoir se lever, eh bien, peut garder une fatigabilité très importante et ne sera plus en mesure en réalité de mettre beaucoup d'énergie, de récupérer l'énergie dans son travail. Ça, ce sont des séquelles qui sont graves. Faire un épuisement professionnel à ce niveau-là, c'est plus grave que d'être renversé sur un trottoir par une voiture et avoir la cuisse, le fémur cassé. Un fémur cassé, bien soigné, 3 mois après, la personne marche. Un burn-out, un épuisement professionnel, cogné, comme je l'évoque, 3 mois après, elle ne peut pas remarcher. Oui. Elle ne peut pas reprendre son travail, elle ne peut pas reprendre une activité normale.
Et ça prend largement plus de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et parfois c'est à vie. Donc ça, pour moi, quand j'ai découvert cela, je ne suis pas devenu médecin du travail pour ça, mais quand je suis tombé là-dessus, je me dis, premièrement, il y a une injustice. Deuxièmement, c'est un gâchis immense pour les employeurs, pour les entreprises, de gâcher ça. Et ensuite, ça laisse des séquelles incroyables. Et on ne peut pas laisser ça. Et le système de soins n'est pas adapté pour ça. Oui. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour soigner ça. Et donc, il faut y retourner, en fait, un peu plus loin chez les personnes, essayer de trouver une solution. Et c'est ce que j'essaie d'expérimenter, que je pratique. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu as été formé à l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale. Absolument. Cette approche, donc je me suis un peu renseignée, ça provient du courant des thérapies cognitives et comportementales. Absolument. Mais c'est enrichi de l'apport en sciences du cerveau et du comportement. Absolument. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce que c'est et de quelle manière, en fait, les TCC sont complétés par cette approche Alors, les TCC, moi, j'ai une conscience, je ne pratique pas en tant que tel. Je dirais que, en une phrase, je dirais que plutôt que d'aller chercher une cause hypothétique, un traumatisme ancien, on essaye de faire avec ce que la personne en face de nous, le patient ou la personne qu'on doit aider, qu'on essaie d'aider, a comme moyen pour réussir à faire face à la situation et s'en sortir. C'est un peu comme ça que je vois l'approche. Et on se base plus sur ses capacités qui lui restent et qu'elle peut redécouvrir pour se tirer d'affaire. Et non pas essayer d'analyser les causes profondes dans leur enfance ou chez l'arrière-grand-père, je ne sais pas, qui pourraient expliquer la situation présente. Donc ça, c'est une différence assez fondamentale. Deuxième approche, ce n'est pas basé sur des médicaments. Donc ce n'est pas des situations pour lesquelles la souffrance morale est au premier plan des soins. C'est une approche qui, même s'il y en a, et d'ailleurs parfois on a une difficulté à faire en sorte que des patients qui sont malades acceptent les soins et y compris les médicaments. Il y a beaucoup de réticence. Je veux devenir addict à tel ou tel médicament. Quand on leur explique que finalement c'est pour faire baisser la douleur morale qui les gêne dans leur cicatrisation du traumatisme qui a pu être ce qui a provoqué finalement le burn-out ou leur souffrance au travail, là, ils comprennent un peu plus ces choses. Ils acceptent que cette phase de soins qui va permettre finalement de travailler sur eux-mêmes et de progresser. Voilà. Si les gens sont complètement effondrés, on ne peut pas utiliser ce genre de pratique quand les gens ne sont pas en capacité d'entendre et de raisonner. Oui. En revanche, dès qu'ils commencent à pouvoir réfléchir et agir, c'est faisable. Et c'est une approche aussi qui repose sur ce que l'on sait maintenant des modes de fonctionnement du cerveau, d'une part. Alors, pas simplement du niveau neurobiologique, on ne sait pas exactement ce qui fait, mais en tout cas, les conséquences des événements extérieurs, de ce qui est ressenti sur son mode de fonctionnement, sur ses réactions, son comportement, ses pensées, ses ressentis. Et on sait maintenant jouer avec différents types d'outils qui sont enseignés dans le parcours que j'ai suivi pour faire face à ça, et d'abord aux situations de stress, quand les gens sont mis en cause existentielle, professionnelle, ils sont en gros état de stress, et en réalité, il faut déjà désamorcer ça. Déjà, rien que ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique, que je vois des salariés qui arrivent en pleurs, en grand stress, ou dans une intervention dans une entreprise où c'est aussi genre de situation, ça me permet déjà de désamorcer les choses. C'est ça que j'ai appris dans cette approche-là, et après de continuer le parcours pour les aider à retrouver finalement une manière de gérer leur relation au travail. Mais pas que dans le travail d'ailleurs, c'est dans leur vie tout court aussi, ça peut être le cas. Et comment ça se passe en accompagnement avec toi? C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un en médecine du travail et alors après, tu revois la personne en tant qu'accompagnateur ou pas du tout, c'est décorrélé? Alors, dans une pratique de médecine du travail, il y a différents types de visites. Oui. Et ce que j'ai appris dans cette formation-là, je le pratique quasiment tous les jours quand je consulte, à un moment donné, ce que j'ai appris. Quand il s'agit d'un processus de rétablissement pour les faire redémarrer, en tout cas les aider plutôt à rebondir, je prends du temps. Mes consultations, c'est pas assez près comme médecine du travail, mais j'ai des consultations qui peuvent durer 1h30, 2 heures, 2h30. Ce qui est très rare. Donc je prends ce temps-là. Les salariés qui attendent derrière ne sont pas mécontents, mais je prends le temps qu'il faut pour chacun. Voilà. Et les secrétaires avec qui je travaille ils savent. Donc quand ils repèrent que j'ai quelqu'un qui pourrait bénéficier de son approche, ils me le mettent en fin de matinée ou en fin d'après-midi pour que je puisse avoir le temps avec eux. Et quand c'est nécessaire, je leur propose que l'on se revoie à leur demande. Donc c'est eux qui me sollicitent. Et on prend de nouveau un temps pour avancer.
soit dans le cadre de ma consultation de médecine du travail, soit dans le cadre, j'avais proposé plusieurs fois, en dehors. Donc évidemment, dans ces cas-là, comme je les ai récupérés, je dirais, comme patients dans le cadre de médecine du travail, je fais ça gratuitement. Parce que sinon, ce ne serait pas déontologique par rapport à ma activité de médecine du travail, pour les accompagner et pour leur permettre de rebondir. Je ne l'ai pas encore développé comme étant une activité, je dirais, indépendante et libérale, voilà, à titre financier. Cette activité-là, où je le fais sur mes temps libres, et je fais plus en termes de conseils pour les groupes que pour les individus. Mais je pratique régulièrement. Et voilà, donc c'est pas très orthodoxe, mais mais en tout cas, ça sert et ça permet aux gens de rebondir. Oui. Et dans ce dont on vient, enfin, ce qu'on a évoqué, moi, j'entendais aussi la différence entre l'approche psychologique d'un salarié et l'approche coaching, dans le sens où tu aides en fait à aller de l'avant. Toi, tu définirais comment le coaching ou l'accompagnement? Parce qu'en fait, ici, on parle d'accompagnement. Ouais, accompagnement. Bon, moi, je suis professeur, je suis directeur de thèse et j'ai accompagné énormément d'étudiants dans leur master ou dans leur thèse. Dans ce parcours-là, déjà, le sujet, les étudiants arrivent avec une idée de ce qu'ils veulent faire et je prends ça en compte. Et je les aide à définir, et souvent je fixe en tant que directeur de thèse un sujet et je les accompagne, c'est eux qui font le job. Et après, c'est sur les échanges. En général, ils ont déjà une formation, ils savent un peu, ils savent beaucoup de choses et donc je les accompagne. Pour moi, je dirais que le premier accompagnement que j'ai pratiqué, c'était celui-là. Et il y a beaucoup de similitudes d'espèces. Je viens d'évoquer précédemment pour le cas de personnes qui ont été en souffrance. J'espère que mes étudiants n'ont pas trop souffert, Simon. Donc voilà, en fait, c'est prendre les gens où ils en sont, les interroger et leur faire découvrir les choses. J'ai une approche assez socratique. Il m'arrive de dire c'est comme il faut faire, trancher le débat. Mais je faisais ça beaucoup au début de ma carrière. Et maintenant, dans ma pratique quotidienne, c'est très rare. Avant que je dise à quelqu'un, vous devriez faire ceci pour votre santé, je leur demande autorisation, par exemple. Oui. Et j'essaie plutôt de les interroger. Je dis, mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Et en réalité, le plus souvent, les gens savent. Ils devinent. Et en posant les questions, ils arrivent à trouver un chemin, et c'est leur chemin. Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas l'approche socratique, on parle de maïotique. C'est le fait de faire accoucher chez la personne de ses propres réponses en posant des questions. Et en fait, on ne donne jamais de réponse à la personne. Enfin, oui, ça arrive quand même. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser la personne évoluer au gré des questions. Si je devais décrire mon activité de coaching ou d'accompagnement, je dirais que mon métier, c'est un métier de souffleur de nuages. C'est beau. C'est-à-dire que mon métier, c'est en posant des questions, souffler sur ce que je perçois être des nuages dans le regard, en tout cas dans les vents et les yeux des personnes, pour qu'eux-mêmes puissent découvrir la colline, la montagne, l'Himalaya qu'il y a devant eux, et que là-dedans, ils choisissent le chemin, ou la plaine d'ailleurs, et qu'ils choisissent eux-mêmes le chemin qu'ils veulent parcourir, et qu'ils puissent identifier finalement les passages difficiles ou pas. Donc mon métier, c'est ça, c'est de souffler sur les nuages en les interrogeant. Et voilà. Et quand j'ai essayé préalablement, avant de me former, à leur dire « il faut faire ça », d'abord j'ai vu dans leur regard que ça ne marchait pas. Et quand je les interrogeais, si je travaille dans la chambre de revoir les salariés, en fait, ils n'avaient pas suivi les conseils. Oui. Et je me suis rendu compte très très vite que donner un conseil, ce n'est pas vraiment la solution. Oui. Voilà. Et donc moi, ma manière de conseiller, c'est de faire découvrir. C'est-à-dire que le coaching, pour moi, c'est ça. Oui. Ma manière de faire, en tout cas. C'est beau, cette métaphore de souffler les nuages, je la ressortirai, je crois. Je vais te poser une question qui est un peu l'objet même de ce podcast, c'est de décrire en particulier un accompagnement qui t'a marqué en expliquant quelle était la demande ou dans quel cadre en fait tu as accompagné la personne ou l'entité et ce que tu as utilisé comme méthode, si tu en as, et avec quoi est repartie la personne accompagnée ou l'entité. Alors, je vais prendre un cas de figure. C'est une salariée, la trentaine, qui avait jusque-là eu un beau parcours professionnel, brillant, et qui s'est retrouvée dans une entreprise dont j'ai la charge. Voilà. Et un jour, je la vois en consultation, complètement effondrée. En fait, c'est elle qui demande une visite médicale, parce qu'elle en a beaucoup après son employeur. Elle me décrit une situation où on l'aurait menacée de licenciement, et
Et elle me décrit une situation où elle arrive complètement effondrée, épuisée. Elle me dit qu'elle est épuisée, qu'elle était maltraitée, qu'elle n'était pas entendue, donc voilà, et très remontée. Elle dit qu'elle a pris un avocat, quelque chose de très... Oui. Et dans un état de stress extrêmement important. Voilà, donc en fait, le regard qui allait comme ça, il venait, des billes saccadées, des idées, des choses qui retournaient en boucle. Et donc je l'interroge, donc j'ai appris, donc j'essaie de faire baisser la tension, de l'écouter et de me mettre de son côté, je dirais épaule contre épaule, non pas face à face. Et donc j'essaie de comprendre ce qui se passe et je comprends à ce moment-là, ce qu'elle me raconte, c'est que je devine en tout cas qu'il y a une situation où il y a une mise en cause existentielle pour elle au niveau professionnel. Alors qu'elle a, d'après ce qu'elle me dit à ce moment-là, toujours bien réussi, qu'elle est très perfectionniste, très engagée dans son travail, elle ne comprend pas ce qui se passe. Bon, c'est une entreprise que je connais bien, je sais que le management n'est pas au top, les risques psychosociaux sont présents de façon assez importante, j'avais déjà fait un signalement, donc je l'écoute et j'essaie de comprendre ce qui se passe et de désamorcer un peu les choses. Et pourtant, toujours dans ce grand stress. Et donc, la première étape que j'ai essayé de faire, c'est de faire tomber ça. Et donc là, j'ai utilisé une technique qui est d'essayer de faire en sorte de désamorcer cela en faisant appel à des aspects sensoriels. J'ai un cabinet qui n'est pas loin d'une ligne de RER avec un fond bruyant. Et donc, je vais proposer un exercice. Donc, j'ai dit, écoutez, voilà, je vous propose d'écouter une symphonie avec tout un tas d'instruments qui font partie du bruit ambiant. Je vous demandais de les retenir un par un, de les identifier, de les retenir. Et donc, elle a commencé à retenir le train qui passait, et puis le ventilateur du chauffage qui avait à côté, et puis les pas des gens dans la rue. Et elle essayait de les mettre les uns à côté des autres comme dans un orchestre. Et rien que le fait de se concentrer sur ces sensations, là, ces sensations auditives, en fait, ça désamorçait le truc. Et là, en quelques minutes, moins de 5 minutes, en écoutant, c'est une technique que j'ai apprise comme cela, et qui a permis, de faire baisser la pression et déjà de passer un petit peu à autre chose, quoi. Et du coup, là, on a pu commencer à mettre un peu des choses sur la table et à l'interroger. J'utilise cette approche d'écoute active, je dirais. Oui. C'est une chose de base, pas rappeler ça. Et donc ça, c'était une première étape pour commencer à construire quelque chose. C'était une visite qui était à sa demande dans le cadre de la médecine du travail. Donc là, pour l'entretien, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet, qu'elle était une situation difficile. Il y avait bien une menace par rapport à son emploi. J'ai réussi alors qu'elle ne voulait pas arrêter, parce que je ne m'arrête pas, je vais combattre. Voilà. Donc j'ai vu son état, elle était en pleurs, j'ai proposé déjà de consulter, de se faire arrêter pour prendre du temps, pour réfléchir. Donc ça, c'est toujours dans la première consultation. Là, c'est la première consultation. En fait, je raconte cette histoire-là, c'est faite en 3 consultations. D'accord. Au bout de 3 consultations, le problème était réglé. Donc c'est des techniques assez efficaces finalement. En tout cas, dans ce genre de situation-là. Donc ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai utilisé une autre technique pour l'aider à repérer les choses et à pouvoir des sortes de phrases mentales je lui ai expliqué la méthode et pour qu'elle puisse la réutiliser si de nouveau dans la rue le soir même ou le lendemain, elle puisse la réutiliser. Le fait de repérer, d'être à la multisensorialité, en fait, faire appel à ses sens et se concentrer sur ses sens, ce qui permet d'échapper à ce qui tournait en boucle et à ce ressenti de risque existentiel. Je lui ai fait dire aussi, il y avait une sorte de grande liste de plein de phrases différentes, de mots, de phrases différentes, et pour lesquelles je lui demandais de les lire et de voir, d'abord les souligner. Donc, j'ai fait souligner ça. Donc, c'est une liste, je sais pas, pas une centaine, 60, 110 phrases ou mots différents. Et après, je lui ai lu ces phrases-là et ces mots-là, un à un, et je les ai lus sur un mode un peu interrogatif, en lui demandant de repérer lesquels résonnent plus pour elle. Et donc, je n'ai relu que ceux qui étaient soulignés. Et du coup, à la fin de l'exercice, je lui ai demandé lesquels. Et je lui ai relu, en fait, cela. Et il y a eu un mot et une phrase qui sont ressortis comme étant ceux qui résonnaient plus en elle. Et qui tout de suite lui faisaient du bien. Et alors, je ne sais plus comment était la phrase, mais c'était une phrase qui commençait par la vie est trop courte pour... Qu'est-ce que c'est comme ça? D'accord. Est-ce que ce sont que des phrases positives ou est-ce que Il y a de tout. Ok. Il y a de tout.
Et je l'ai fait répéter plusieurs fois. Et rien que ça, en le répétant elle-même, elle s'est rendue compte que ça l'a posé, quoi. Et donc, à ce stade-là de la consultation, déjà, elle avait déjà 2 moyens pour échapper à la situation de stress qui la submergeait, hein. Donc ça, c'était une étape qui était importante. Ça a pris du temps, mais on s'est retrouvé dans une situation assez claire, avec les choses posées. Et là, j'ai eu une étape de définition avec elle de qu'est-ce qu'elle souhaitait, en fait, pour essayer de comprendre ce qu'elle souhaitait. On a regardé les symptômes, on a regardé quelles étaient d'après elle les causes à ce stade-là, les objectifs, voilà, les ressources dont elle disposait, quoi, et comment ça pouvait se faire. Donc une méthode SCORE, c'est une démarche assez simple que j'ai écrite et pour garder en mémoire. Et je dirais que ça, c'était un moment où les choses ont bien avancé comme cela, et c'est déjà assez clair pour avancer. C'est là que je lui ai proposé, écoutez, si c'est ça l'objectif, ce que je vous propose d'autre, c'est à ce moment je lui ai proposé que l'on se revoie, en fait, pour pouvoir aller plus loin. Donc, à l'issue de la méthode SCORE, tu as défini un objectif avec elle. Ouais. Et donc, c'est là que tu lui proposes de la revoir pour... Je lui ai proposé de la revoir, et on était même un petit peu allé même légèrement plus loin déjà dans la manière de faire les choses. Avant de la laisser partir ce jour-là, je l'ai interrogée sur ce que j'appelle, ce qu'on apprend dans cette formation-là, comme étant la motivation primaire. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais dans cette école-là, on considère qu'il y a des motivations que les personnes ont en grande partie déjà à naissance. Donc, D'accord. qui sont fixées dans la petite enfance, à l'école primaire. Alors, c'est quoi une motivation primaire? Quand est-ce qu'on est dans sa motivation primaire? C'est qu'on est dans une situation où ça peut être passif ou actif, ça peut être une activité ou une situation dans laquelle on est bien. Parfois, on n'a même pas remarqué que c'était particulier. Ça nous donne de l'énergie. Voilà, en fait, ça donne de l'énergie et ça l'alimente. Il n'y a pas d'enjeu. On n'y est pas pour obtenir un résultat ou pour échapper à une contrainte ou pour obéir à une norme, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose dans lequel on est spontanément et qui ressource, en fait. Et qui est exactement une situation idéale pour pouvoir reprendre l'énergie. Cette personne-là était en épuisement professionnel, c'était complètement consumé. Et le fait de l'interroger, est-ce que vous avez repéré ce genre de situation-là, c'est une manière aussi de l'ancrer dans, non pas sa raison d'être, mais dans des situations qui, depuis toujours, sont favorables à son bien-être, d'une part, et à son énergie. C'est un exercice que je fais très souvent, non, peut-être pas tous les jours, mais presque. Lorsque les gens sont un peu perdus, ils sont en grande difficulté comme cela, ça peut prendre un peu de temps, mais assez rapidement, ils arrivent à identifier des situations. Pour elle, la première chose qu'elle a évoquée, c'était la musique. C'était la musique, ce qui l'avait motivée, elle était enfant, de devenir danseuse. Et puis assez vite aussi, elle m'a relaté un épisode où, pendant un voyage en Inde, elle avait pris beaucoup de plaisir et de se sentir remplie, en fait, remplie, je pense le terme qui convient, remplie, donc en énergie, en état de bien-être, en regardant au fil du train qu'elle prenait en Inde les personnes qui allaient et venaient. Elle ne comprenait pas la langue, elle voyait dans les gares, et ça lui faisait du bien. Je dis, mais est-ce qu'il y a d'autres occasions? Eh bien oui, quand j'étais à la fac, parce qu'elle fait universitaire, j'aimais bien à la bibliothèque. Pour chercher des livres, non, j'aimais bien voir les gens aller et venir. Et ainsi de suite. Et donc là, on a remarqué, on a identifié ce genre de situation-là où, professionnellement, elle pouvait se mettre dans un état de contemplation et se ressourcer. Alors qu'elle n'était pas très favorable à travailler en open space, eh bien, on s'était dit, si vous devez retravailler, peut-être en mettant un casque anti-bruit, au moins, vous puissiez regarder les choses, quoi. Et donc, j'avais une première situation où elle pouvait se mettre ce genre de choses. Et ce que je proposais en attendant un rendez-vous qui a eu lieu une semaine après, c'est d'expérimenter dans la semaine qui allait venir, de se mettre dans cette situation-là pour voir si effectivement c'était un moyen pour elle de se mettre dans sa motivation primaire et de se ressourcer. C'est très intéressant comme technique. Ça me fait penser à ce qu'on appelle le flow aussi. J'arrive pas à dire son nom. C'est Mihaly. Bon, je vais pas le dire, mais qui parle aussi de cet état où, en fait, quand on contemple, on oublie complètement, on s'oublie soi, on oublie le temps, et en fait, on est complètement absorbé par l'activité qu'on fait. Ça peut être
écouter de la musique, ça peut être faire le ménage ou ça peut être aussi faire une activité sportive ou simplement regarder un paysage. Absolument. Mm. D'ailleurs, lors de l'activité, j'ai un autre exemple où je pratiquais ça avec une personne qui faisait les ménages. C'est une autre personne et qui était épuisée pour différentes raisons, à la fois domestiques et professionnelles. Et en fait, elle adorait, sa motivation primaire, c'est un état où elle était vraiment bien, c'est quand elle faisait ses cuivres. Elle faisait ses cuivres à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui compte? C'est qu'il s'abrille? Ah non, pas du tout. C'est le fait d'être astiqué qu'elle est bien. Et comme c'est un travail qui n'est pas très facile, de passer le balai, nettoyer les choses dans les bureaux, elle faisait ça tard le soir, tôt le matin, eh bien, elle a trouvé une manière de prendre un temps dédié pour elle à astiquer, pour se faire plaisir, les lavabos et les toilettes. Ouais. Et en réalité, elle a trouvé satisfaction à ça, et c'était son moment à elle, qu'elle pouvait faire, même si son contremaître était derrière elle, on ne pouvait pas lui reprocher de bien astiquer, même si ça prenait un peu de temps, et en réalité, elle y trouvait son compte. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut ajuster, quoi. Ouais. Et pour revenir sur la première personne, donc c'est après, c'était au cours de la deuxième consultation que je lui ai demandé comment c'était passé. Elle avait des papiers à faire, le stress de l'administration par rapport à l'avocat, par rapport à une rupture conventionnelle qu'elle avait demandé, qui était refusée, enfin bon, quelque chose de compliqué comme ça. Eh bien, elle avait pris du temps pour se mettre dans un restaurant, une brasserie parisienne. Elle s'était mise au fond, sur une banquette, un peu à l'écart, alors que ce n'est pas l'endroit idéal pour se concentrer. Elle l'a pas du tout, en fait. Ça l'a ressourcée et elle s'est sentie, alors qu'elle était en perte d'énergie jusque-là, ça l'a remise en énergie, en fait, pour pouvoir faire ce travail assez rébarbatif, administratif et faire quelques éléments. Donc ça, c'est aussi la confirmation la semaine suivante que l'outil qu'elle avait découvert avec moi, dans mon activité d'accompagnement, lui était utile. Et d'ailleurs, elle a réutilisé avant la troisième visite, où là, elle avait des papiers à faire aussi, et est allée s'installer dans l'open space, où travaille son mari à la Défense. Et là, c'est pareil, ça l'a permis en fait de faire ça sereinement et en trouvant un moment de bon état, d'état de santé et d'énergie en tout cas plus satisfaisant pour avancer, quoi. Et à l'issue des 3 séances, tu me disais que elle avait été, elle était partie d'une situation d'épuisement vraiment ou à quelque chose de presque. Elle a trouvé les clés déjà pour échapper à son état de stress. Et ensuite, au cours de l'entretien, j'ai exploré d'autres dimensions avec l'approche qui m'était enseignée, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'était passé en fait. Ce qui s'était passé, dans tout ce qu'elle avait décrit, il y avait plusieurs étapes. Et quand je l'ai interrogée sur différentes étapes qu'elle avait eues dans sa vie, à la fois professionnelle et aussi affective, on se rendait compte qu'elle était dans des états d'émotion très variables. Très souvent, au début d'une histoire professionnelle d'elle, et même parfois affective, c'était une grande excitation, un grand entrain avec des impressions, des perspectives extraordinaires, etc. Et assez vite, juste après, il commençait à avoir un petit peu de doute. Et là, énormément d'ambivalence. Pour, contre, c'était à la fois bien et pas bien, etc. Et le plus souvent, ça restait là, ou ça remontait. Et parfois, 2 fois, donc la fois où je l'ai vue en consultation, mais une fois précédente dans un autre poste, chez un autre employeur à l'étranger, elle s'était retrouvée down, en fait, complètement frustrée et en grande difficulté. Et en disant plus jamais ça, enfin, un refus total, et complètement inhibée, en fait. Et donc, dans l'approche que j'ai utilisée, dans ce qu'on m'a appris, j'ai pu repérer ça, lui expliquer, lui décrire la situation. Et il y avait des similitudes avec ce qu'elle a vécu aussi affectivement, avec des recherches de compagnons au début, etc. Et puis après, des différentes étapes par rapport à des ressentis qui étaient assez similaires. Et donc, le fait rien que de lui renvoyer ça, de lui dire, mais tiens, il y a cette similitude-là, elle dit, ah tiens, alors qu'elle a déjà eu une psychothérapie assez longue, là, elle dit, ah oui, je n'avais pas fait le rapprochement, et dit, effectivement. Et ça, c'est une première chose. Et dans ces approches-là, dans la cognition comportementale, on reconnaît le fait que c'est une situation en hyper, en fait, un surengagement, et parfois une grande difficulté et un refus total de qui peut se passer, quoi. C'est déjà ce premier mécanisme que j'avais pu identifier en l'interrogeant au cours de la deuxième consultation et qui lui a permis en fait de mieux comprendre qu'est-ce qui s'était passé en fait avec son employeur. À quel point aussi il était très enthousiaste, mais aussi il n'avait pas pu écouter en réalité ce que lui demandait son manager. Elle était restée sur un autre mode un peu particulier. Oui. Du coup, ça a permis de déconstruire elle-même. C'est elle-même qui a trouvé les résonances que ça pouvait avoir. Et du coup, elle sait, à l'issue de ça, elle savait que si jamais ça devait venir, elle savait à quoi s'exposer et
comment, en termes émotionnels, elle risquait de revivre et donc se préparer à ça. Et au cours de la 3e et dernière visite, on a continué à explorer les choses. Bon, il y a des choses que ça va être plus compliqué à expliquer, mais une 3e visite où il y a eu des situations, en fait, où est-ce que c'est quelqu'un qui était vraiment sur le résultat, elle voulait être vraiment très minutieux, ce genre de choses. Et on essaie de décortiquer cela, en fait, cela. Et là, la récompense, le besoin d'avoir du résultat, d'être reconnu, est arrivé à un premier plan là-dessus. Cette soif-là, pareil, dans sa vie affective, il y a aussi cet aspect-là, en fait, il y avait toujours ces relances-là. C'est elle-même, en fait, je dis, est-ce que vous arrivez dans le travail très bien? Est-ce que ça arrive ailleurs? Oui, et explorer les choses. Et donc, cet aspect-là de relation avec le résultat, avec la réussite, était importante. Et donc, ça a été aussi de permettre aussi qu'elle comprenne ces choses. Donc là, je fais simplement de la pédagogie, expliquer la situation et lui demander comment on pouvait faire pour réagir et en fonction de ça. Et quand je suis allé encore plus loin là-dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe, quand on est en hyper, en fait, c'est une situation exacerbée qui peut faire terriblement souffrir, ce qui était son cas. Dans la théorie qui est apprise dans ce que j'ai eu comme formation, on considère que ça peut devenir un traumatisme initial. Et donc j'ai interrogé, mais quand vous étiez enfant, comment ça se passait à la maison? Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il fallait être toujours au top, que ses parents, son père et ses parents étaient commerçants, assez peu là, avec assez peu de retour affectif, un manque d'affection, un reproche à sa mère de ne pas être, jamais reçu de câlin, par exemple, et ce besoin exacerbé, en fait, de reconnaissance. Donc elle faisait le lien avec ça. Je n'ai pas fait de psychanalyse en quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais elle a fait ce rapprochement-là, et voilà. Et en fait, il y avait peut-être ça qui était ce besoin-là, en fait, qui avait été frustré. Elle m'a rappelé une phrase, je ne sais quelle est une phrase. Elle pleurait et sa grand-mère paternelle ou maternelle, je ne me souviens plus bien, lui a dit, écoute, pleure toujours, comme ça tu urineras moins, tu pisseras moins. Ouais. Et c'est sorti comme ça, comme un traumatisme. Elle m'a dit ça, quoi. Ouais. Et en fait, il y avait cet aspect-là, quoi, ne pas pouvoir être soutenu. Ouais. Et avoir démonté tout ça et avoir les clés, les éléments que j'évoquais tout à l'heure, comme recours, motivation primaire, comment faire pour échapper à cette question. Pareil, son perfectionnisme, j'ai fait réfléchir sur l'intérêt du perfectionnisme, mais aussi en disant l'antivaleur par rapport au perfectionnisme, c'est ne pas être perfectionniste, tout un truc pour qu'elle après jusqu'à aller à estimer quels pouvaient être les inconvénients d'être perfectionniste, puisque c'est un peu aussi ce qu'on lui reprochait depuis ses études. Et quand elle a fait cet exercice-là, en fait, elle s'est rendu compte que la liste des inconvénients d'être perfectionniste était plus importante. Et du coup, ça l'a aidé à dépasser ce besoin de perfectionnisme et de dire, écoute, toi, non, stop. Oui. Et c'est elle qui a fait ce chemin-là. Et quand elle s'est rendue compte de ces choses, et ça l'a soulagée, en fait. Elle s'est dit, OK, en fait... et c'est ça qui l'a fait basculer, en fait. Oui. Et après, on s'est quittés. J'ai eu des nouvelles plus tard. Et en fait, le problème était réglé. Et elle a refait un voyage en Inde. C'est curieux. Et alors, pourquoi tu as choisi cet accompagnement comme accompagnement qui t'a marqué? Parce que au départ, c'était une situation qui m'était apparue complètement cataclysmique, en urgence, alors que je venais juste de finir ma formation. Ah oui. Et je me suis dit, ouais, bon, là, il faut faire quelque chose, quoi. Et comme je la voyais tellement perdue et complexe, je me suis dit, bon, je vais essayer de jouer la partition et lui proposer ça. Et puis, pour moi, en termes de symbolique, le fait que ça marche aussi bien, me rendre compte que ça pouvait être efficace aussi rapidement et que c'était à la main, en fait, je faisais ça avec quelques outils, une feuille de papier, quelques imprimés, et interroger. Moi, j'étais bluffé par ça. Oui. Et surtout faire ça en 3 fois, alors qu'au départ, c'était cataclysmique, qu'elle avait suivi toute une psychothérapie longtemps, etc., qu'elle avait refusé les traitements, tout ça. Je dis, OK, ça, c'est bon, quoi, ça marche. Et simplement par la parole, des bouts de papier, quelques exercices à faire si elle le souhaite, qu'elle avait appliqués. Elle était repartie elle-même avec les propres recettes qu'elle avait identifiées pour elle-même pour être efficace. Ce sont des recettes, hein. Oui. Et on n'est pas vraiment allé, c'est pas le fait d'avoir identifié, elle savait très bien qu'elle s'était sentie pas bien aimée ou pas câlinée. Moi, je suis pas allé décortiquer ça. Moi, ça a raison. J'ai dit, OK, d'accord, là, effectivement, il y a un élément traumatique qui pourrait expliquer pourquoi. Et je vais expliquer d'ailleurs. Voilà, peut-être que cette réaction-là, ça vient de là, peut-être. Mais c'est une hypothèse, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire et ce genre de choses. Le fait qu'elle reparte et qu'elle soit sereine un peu repartir, moi, c'était super. Elle me dit, après, je vais partir en Inde, je vais top. C'est vrai. Plus de nouvelles depuis, je suis très content de ça. Ouais. Après un accompagnement, de voir que la personne ne nous envoie plus de messages ou en tout cas part serein, c'est tout le cadeau de ce métier.
Et ce que j'ai aimé dans cette pratique-là, ce sont des outils assez simples. Oui. Finalement, au niveau conceptuel, on va très loin dans les neurosciences et compagnie, même s'il y a un support derrière qui est relatif à ça. Et ça marche, en fait. Et ça marche soit d'un accompagnement, je dirais, long en 3 séances, c'est pas très long forcément, mais même en une séance, c'est parce que je les reçois et que j'aborde des questions. Très souvent, j'en fais une pédagogie sur les motivations primaires. Et chaque fois, on repère quelque chose et ils partent avec une manière de se mettre en situation psychique qui leur fasse du bien. Ou bien, quand ils sont obsédés par une situation, je dis, mais attendez, si jamais il y avait un martien au-dessus de la tête et qui vous regardait, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ou si vous avez un chien près de vous et qui vous regardait, qu'est-ce qu'il dirait? Et écrivez et dites oralement ce qu'il vous dirait. Et rien que cet exercice-là, en fait, ça désamorce. Ouais, c'est une bonne question. Et je les aide à se déporter, à se regarder. Et alors, pour le coup, ça, c'est pour leur bien-être à eux. Et quand ils sont en confrontation avec leur manager, avec leur dirigeant, ou parfois le même manager avec un salarié ou un subordonné qui est difficile pour eux, je dis, mais si vous étiez dans une situation, je décris une situation, et où vous seriez dans cette situation-là qui est proche de celle du salarié par rapport au manager ou le manager par rapport au salarié, qu'est-ce que vous penseriez? Donc le fait de faire en sorte de mettre les gens dans une position différente que la leur, mais qui soit en fait en miroir de celle qu'ils vivent, du coup, ils trouvent des explications à l'autre. Et je dis, et votre manager alors, comment il pourrait être? Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, comment vous pouvez dire les choses? Parce que là, tout à l'heure, vous lui avez fait des reproches. Ah ouais, non, effectivement, ça c'est compliqué pour lui. Et en fait, comme cela, simplement les interrogeant, les mettant en situation, ça fait basculer assez souvent les gens, les changer de regard. C'est une prise de hauteur sur les situations. Et c'est pour ça que je ne considère pas que ce soit du soin. C'est de l'accompagnement pour aider les gens à changer de pratique, changer de comportement, changer de regard. C'est faire une sorte de pas de côté, quoi. Non, pas de côté. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un texte que tu aimerais nous lire? Peut-être... Un texte. Alors, je ne suis pas très littéraire. Donc, j'ai un mantra, en fait. Ah, vas-y. Voilà. Moi, je leur dis souvent, vous savez, c'est Lao Tse qui aurait dit, ou qui a dit, tout voyage de milieu commence par un premier pas. Et pour moi, mon enjeu de médecin, de coach ou d'accompagnateur, c'est ça. C'est de permettre aux gens de voir qu'ils peuvent faire ce premier pas, qu'ils essayent de le faire et qu'ils l'apprécient. Voilà, tout voyage de milieu commence par un premier pas, quoi. C'est noble. Alors, comme on enregistrait notre deuxième podcast, on a eu une petite coupure de son et donc on a repris l'enregistrement par téléphone avec Christophe. C'est pour ça que vous entendrez une différence probablement dans le son. Bonne écoute. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle ton livre, s'il te plaît? Alors, j'ai écrit un livre avec Jean-Claude Delgène qui s'intitule « Drogue et addiction au travail, comment les prévenir ?» On parle de drogue, que ce soit légale comme l'alcool et le tabac, ou illégale comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, mais aussi des pratiques addictives, comportementales, en fait, comme l'addiction au jeu, l'addiction au sexe, l'addiction au travail. On appelle ça ergomanie en français, workaholisme en anglais. Nous abordons ces questions-là sous l'angle du travail, dire en quoi le travail peut favoriser ces troubles d'usage de substances ou de comportements addictifs, comment les analyser, comment les prévenir dans le cas du travail, quelle réaction avoir. Et donc, c'est un livre qui est destiné aux gens qui travaillent, mais aussi aux managers, aux dirigeants, aux RH et aux équipes du personnel. Et ça, c'est un livre que tu as écrit avec ton rôle de médecin du travail. C'est ça qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors, j'ai puisé dans mon expérience de médecin du travail la matière pour écrire ce livre, mais j'ai aussi puisé dans mes compétences de chercheur, de scientifique, pour aller au fond d'analyse d'une part des déterminants de ces troubles d'usage, de ces addictions, et aussi sur la manière d'essayer de faire changer des choses, de faire en sorte que les gens saisissent du sujet et puissent essayer de les prévenir au niveau individuel, au niveau collectif, dans l'entreprise et même en fait ailleurs. Mais écoute Christophe, je te remercie d'avoir expliqué ton livre, d'être intervenu sur ce podcast et j'espère à très bientôt. J'espère
qu'on aura suscité l'intérêt des auditeurs. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Moi, je te remercie aussi, vous remercie aussi. Et puis, bonne journée. Et puis, à une autre occasion. À bientôt. Au revoir, Christophe. Au revoir.